Sunday Night Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur et aujourd'hui vous allez découvrir un épisode exceptionnel enregistré à l'occasion du marathon du Mont Blanc. Alors enfilez vos chaussures de trail et préparez-vous à vivre des sensations fortes. C'est parti. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous accueillir ici à Chamonix, dans la capitale mondiale du trail, à l'occasion de l'Iron Ultra Tour. Et aujourd'hui, nous allons débriefer ensemble de l'édition 2022 du Marathon du Mont Blanc, avec pour la première fois l'arrivée d'athlètes kényans de la Team Sky Runners. Alors, est-ce que les athlètes des hauts plateaux africains ont-ils eu la peau des trailers traditionnels? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans l'émission. Puis, nous allons recueillir le témoignage de trailers professionnels et amateurs. Et enfin, nous allons débattre de l'utilité ou non du matériel obligatoire sur trail, qui suscite d'ailleurs de plus en plus de controverses dans le peloton des coureurs à pied. Bref, vous l'avez compris, ça va être un épisode exceptionnel. Et pour débuter ce programme, j'ai le plaisir d'accueillir nos premiers invités. Le premier invité que j'ai juste à ma gauche est entraîneur et sélectionneur de l'équipe de France de trail. Il a suivi pour nous le marathon du Mont Blanc de l'intérieur et va nous livrer son analyse d'expert sur cette édition assez exceptionnelle. Adrien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Comment vas-tu ? Merci, bonjour à tous. Ça va très bien, après avoir passé une magnifique journée à Chamonix avec une très très belle course. C'est vrai que la journée a été belle et la course encore plus. Et j'ai le plaisir d'avoir également à mes côtés Fred Comte, qui est directeur du Club des sports de Chamonix et membre de l'organisation du Marathon du Mont Blanc. Fred, est-ce que ça va bien toi aussi ? Ouais, bonjour à tous, ça va super bien. Encore quelques heures à attendre pour être sûr que tout le monde soit bien rentré et on aura fini un gros week-end. C'est vrai que tu es encore dans le jus de la course. C'est pas tout à fait fini pour toi encore. Adrien, je me tourne vers toi. Cette édition 2022 du Marathon du Mont Blanc nous a réservé énormément de surprises. Pas forcément que des bonnes d'ailleurs, avec l'annulation jeudi du format Ultra Trail. Alors, avec le recul, est-ce que tu penses que cette annulation, elle était justifiée ? Ouais, bon après ça c'est pas à moi à prendre cette décision, qui ait pris cette décision. Je pense que il y avait une vigilance orange à ce moment-là. Forcément, quand il y a une vigilance orange, les responsabilités sont plus les mêmes. Il faut se mettre aussi, je pense, dans la peau de l'organisateur. Voilà, s'il arrive un pépin pendant une vigilance, je pense que ça complique beaucoup les choses. Et donc, je pense qu'il faut vraiment réagir comme ça. Forcément, les athlètes sont déçus. Toi, tu avais des athlètes qui allaient courir. Tu connaissais pas mal de coureurs qui étaient engagés. Comment est-ce qu'ils ont réagi à cette annulation ? Est-ce qu'ils l'ont tous compris ? Ouais, ils comprennent en fait, parce qu'ils comprennent la décision préfectorale qu'il y a derrière. Donc ça, c'est ce qu'il faut. Voilà, l'organisateur ne décide pas tout. Donc il faut bien prendre en compte ça. Donc eux étaient forcément déçus et pour nombreux d'entre eux, compter aussi sur cette course en tant que course de sélection pour les championnats du monde. Donc forcément, ils sont déçus parce qu'ils arrivent sur un pic de forme à ce moment-là. Certains se posaient des questions le vendredi matin, parce que le vendredi matin, il faisait pas mauvais encore. Donc il y en a beaucoup qui sont partis courir. Donc forcément, ils étaient en montagne, il faisait pas grand beau, mais il faisait pas mauvais. Mais c'est vrai qu'après, c'est à partir de midi à peu près où d'un coup c'est tombé fort et là il valait mieux pas être en montagne. Donc après, quand ils ont vu ce qui est tombé entre midi et 2, ils ont compris après pourquoi. Justement, toi Fred, tu es membre de l'organisation et j'imagine que prendre une telle décision d'annuler une course à la dernière minute, ça ne doit pas être facile. Comment est-ce que vous avez géré ça de l'intérieur ? On a géré au mieux déjà. C'est la première fois en 43 ans qu'on annule une épreuve, donc c'est quelque chose qui reste exceptionnel. Quand on pense libre de décision, déjà, je prends pas de décision tout seul. C'est pas parce que je suis directeur de course que je décide tout seul. On a une commission de sécurité, on est une quinzaine de personnes qui connaissent très bien la vallée de Chamonix. On est tous des experts de la montagne. On vit ici, on fait tous de l'alpinisme. On connaît la montagne par cœur. Et donc on analyse évidemment le bulletin météo. Et puis après, on a notre vécu en montagne. On sait très bien que quand les températures annoncées en plein été sont de 5 degrés à 2000, qu'on annonce 80 km/h de vent, des risques de grêle, de foudre, il y a un moment où on peut pas prendre de risques. On ne peut pas prendre de risques ni pour les coureurs, ni pour les accompagnants, ni pour les bénévoles. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a la tête de course.
Donc c'est peut-être des gens qui sont aguerris, qui courent plus vite que les autres, même si on est sur un format d'ultra, et donc la course est quand même longue. Mais il y a aussi tous les autres. Et puis il y a surtout les gens qui restent en poste, des fois pendant plus de 15 heures, seuls en montagne, avec aucun moyen de s'abriter. Donc à un moment, c'est juste impossible, quoi. Donc la décision, elle a été très dure à prendre, puisque c'est la première. Et d'un autre côté, elle était assez limpide, puisqu'on ne peut pas prendre ce type de risque, c'est impossible. Je vous propose maintenant qu'on s'intéresse au format de course iconique du marathon du Mont Blanc, le 42 km, qui s'est déroulé dans des conditions exceptionnelles. Pour le coup, là, on avait un grand soleil et quasiment pas de vent. Et cette année, la course, elle était assez ouverte quand même au niveau des favoris, avec une particularité, c'est l'arrivée de la team des Skyrunners, donc une team composée d'athlètes kenyans et érythréens. J'ai discuté, moi, pendant le week-end avec quelques directeurs sportifs de grosses teams professionnelles, et je te cache pas qu'ils étaient quand même un petit peu inquiets. Ils savaient pas trop à quelle sauce ils allaient être mangés. Toi, quelle analyse tu portes sur l'arrivée de ces Kenyans sur trail? Est-ce que tu penses que ça va peut-être redistribuer les cartes dans le paysage du trail international? Oui, je pense que de toute façon, c'était inévitable. À un moment donné, je pense que c'est vachement, je trouve ça tout à fait normal. Ils sont arrivés, alors sur le tard, sur la course à pied sur route, ils n'étaient pas vraiment au tout début des années fin du XXe siècle, donc ils sont arrivés sur le tard. Par contre, ils ont su faire leur trou très rapidement. Et ce sont des coureurs exceptionnels. Pendant de nombreuses années, on s'est dit que c'était des gens qui savaient pas descendre, que ci, que là. Là, je pense qu'ils sont en train de prouver le contraire, sachant que là, on ne parle que d'une team. Mais s'il y a 1, 2, 3 pays en fait, d'Afrique de l'Est qui se mettent réellement au trail, oui, ça risque de redistribuer aussi les cartes. Et c'est ce qui va être intéressant, c'est que tous les acteurs principaux depuis quelques années vont devoir aussi se remettre en question, être encore meilleurs pour garder le lead. Et il y aura aussi des coureurs qui vont arriver, qui vont découvrir la discipline, qui seront aussi morts de faim, et ça va mettre du piment dans les courses, donc ça va être intéressant. Fred, vous, comment est-ce que vous accueillez ces nouveaux pays qui rentrent sur le trail, ces nouvelles équipes? Toi, comment vous voyez les choses? Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez de favoriser? C'est quoi votre regard par rapport à ça? Parce que ça donne aussi un petit peu de nouveauté, un petit peu d'adrénaline sur les compétitions. Alors nous, je dirais avec beaucoup d'honnêteté qu'on subit un petit peu ce qui se passe. Il y a un moment, nous on essaie d'organiser le plus bel événement possible. Il est très clair qu'après on est très fiers d'avoir un plateau élite comme on avait aujourd'hui. On a toujours eu un très beau plateau élite. Et je pense que l'arrivée des Kenyans, ça fait partie, je suis complètement d'accord avec mon voisin, ça fait partie de l'internationalisation du trail. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'était peut-être sûrement un sport assez européen finalement. Et puis ça est en train de devenir un sport mondial. Donc c'est sûr qu'à un moment, les meilleurs coureurs viennent sur ce type de format. Nous, aujourd'hui, on fait rien de spécial pour les accueillir mieux que les autres. Il y a pas de prime d'engagement. On n'est pas du tout dans ce schéma-là. On reste dans l'esprit pionnier du trail. On crée un bel événement et on espère que les meilleurs mondiaux viennent. Et c'est sûr qu'en s'appuyant sur la Golden Trail World Series, on a essayé tout simplement de reproduire ce qu'on maîtrise nous chez Monniard, c'est-à-dire le ski. On est habitué aux Coupes du Monde de ski, on est habitué sur toutes les étapes de Coupe du Monde de ski d'avoir les meilleurs athlètes tous les week-ends, un peu comme en Formule 1, ce qui n'est pas tout à fait le cas par exemple du tennis non plus, où il y a les 4 majeurs et puis le reste de l'année, il change. Donc on a essayé de travailler avec Salomon sur ce concept, et puis on voit que ça prend, il y a de plus en plus de densité, et effectivement les athlètes ont besoin de se confronter, ils ont besoin d'être tous au départ et de ne pas savoir qui va gagner, c'est quand même un peu plus sympa, et je pense que l'essence du sport c'est ça. Alors justement, on va voir un peu ce que ça a donné, cette nouvelle team. Toi Adrien, tu as suivi la course de A à Z, et ce qu'on peut dire déjà, c'est que dès les premiers kilomètres, les athlètes kenyans, ils ont pris les avant-postes de la course avec des allures assez spectaculaires. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Est-ce que tu peux nous raconter un peu le déroulé de cette course? Je crois qu'il y a eu quand même pas mal de surprises. Ouais, il y a eu des surprises. Après, alors forcément, le début est la zone la plus roulante jusqu'au tour. Donc on a, c'est 13,7 km jusqu'au tour. Et forcément, ce sont des coureurs qui, à la base, sont habitués à courir sur plat. Enfin, sur plat. On entend sur place, c'est-à-dire que quand on va au Kenya, moi j'ai entraîné au Kenya en fait depuis 2019 des coureurs kenyans, et du coup quand on parle d'Iten, c'est pas tout plat, c'est toujours très vallonné, donc ça va ressembler un petit peu à ce qu'on peut avoir jusqu'au tour. Donc ce sont des coureurs qui ont été habitués depuis tout petit à courir là-dessus, donc forcément ils ont une grosse vitesse en fait là-dessus. Et
eux, quand ils mettent le rythme d'entrée, ils sont pas spécialement à bloc. C'est pas très coûteux en fait pour eux. Donc du coup, moi ça m'étonne pas de les retrouver devant. Il y a quelques coureurs, hein. On a en français le jeune Théo Détienne qui a voulu se mettre devant aussi un petit peu avec eux, aller faire le rythme. Il y a Jonathan Albon qui a vite compris que c'était le wagon à prendre aussi pour être devant à la fin. Donc ils ont mis un sacré rythme. On avait Kemoy Robert, le Kenyan, et Petro Mamou, l'Érythréen, qui étaient sur l'avant. Donc ils ont mis un gros rythme. Après, forcément, ils sont un peu moins habitués encore. Ils ont un peu moins de métier sur les parties très montagneuses. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas bons. Ça veut dire juste qu'ils ont juste un petit peu encore à le travailler et ils deviendront exceptionnels. Mais donc ils sont montés très bien justement sur les posettes. Ils ont remis encore un beau rythme en fait dans la montée. Après, dans la descente, ils descendent bien, mais ils ont vu aussi qu'il y avait encore un petit peu meilleur descendeur qu'eux. Et c'est vrai que Jonathan Albon qui gagne aujourd'hui, c'est loin d'être un débutant en descente. C'est pour moi, je pense, le meilleur descendeur du circuit. Donc forcément, il est parti. Il leur a montré un petit peu ce que c'était la descente. Mais moi, j'étais dans la montée en fait du col des Montées, après qui est un long faux plat montant. Et là, ils se sont remis devant. En fait, il y avait Petro Mamou et Kemoy qui se sont remis devant. Et là, c'est vrai que du coup, Jonathan Albon a baissé la tête et a attendu que l'orage passe. En fait, il s'est mis derrière et je pense qu'il a serré les dents jusqu'au col des Montées en se disant après, ça sera une autre course. Mais il a vraiment serré les dents pour rester avec eux jusqu'au col des Montées. Après, ça reste une course un peu longue. On sait que souvent, un marathon marathon de trail, c'est plus long qu'un marathon sur route. Donc, ce sont des coureurs qui, à la base, sont formés en fait à des courses plus courtes. Quand on voit sur leur nom de team de Sky Race, en fait, on sait que tout ce qui était, autrement dit aussi les Skyrunning, tout ça, en fait, on est sur le marathon et la distance un peu maximale en fait là-dessus. Donc, forcément, pour eux, ça va faire quelque chose d'un petit peu long. Donc sur la fin, ça a été un petit peu plus dur pour Petro Mamou et on a eu un Kemoy qui va quand même chercher une très belle place à l'arrivée. Donc il résiste et je pense que ça... on avait... Pas de podium finalement, pas de podium. Il n'y a pas de podium parce que un peu déceptif quand même, parce que moi je parlais avec certains membres, certains spécialistes, nos observateurs, et quand même on les voyait quand même gagnants. On en voyait quand même un sur minima sur le podium, voire gagnant. Et là, finalement, j'ai l'impression que ça n'a pas fonctionné. Ils sont placés sur Sierzinal parce qu'il y a 30 bornes. Voilà. C'est maintenant il manque encore un petit peu sur marathon. Moi, je les voyais. Honnêtement, je voyais en fait un Kemoy placé parce qu'il a quand même fait 5e à Zegama. Bien sûr. Mais donc là, aujourd'hui, il fait 6. Je le voyais pas sur le podium, surtout avec le nouveau tracé, parce qu'on terminait en bas. Et donc forcément, ça allait pas les favoriser. Donc voilà, ils se placent. Par contre, je pense qu'ils sont en train de montrer aussi à tout un pays ou toute une partie, à l'Afrique de l'Est, comme quoi en fait ils ont les moyens d'être présents. Et je pense que ça rejoint un petit peu la première discussion, c'est que ça va attirer d'autres Kenyans là-dessus. Qui t'a fait le plus sensation sur la course? Est-ce que c'est l'anglais, l'italien aussi, qui a fait une remontada assez impressionnante? Qui t'a le plus marqué, toi? Ouais, alors moi c'est vrai qu'honnêtement j'admire en fait Jonathan Albon parce que c'est vraiment il sait tout faire en fait. Il est énorme, on l'a vu au début, c'est le seul qui est capable de suivre sur le plat aussi bien. Il monte très vite, en descente il est injouable. À chaque fois il m'assoit à chaque fois que je regarde en fait. Je suis en une de ses courses, donc c'est vrai que quand j'ai su qu'il était Tasson au départ, je pensais bien que le voir en premier arriver à Chamonix. Après, il y a eu quand même pas mal de coureurs. On a David Emanini qui fait quand même une très très belle course, qui fait une très belle remontée. Rui Ueda fait une excellente deuxième partie de course parce qu'il est loin autour. Autour, il est loin et c'est lui qui fait la plus grosse remontée en fait finale. Donc Rui Ueda, le japonais, a été vraiment très très costaud. Donc on a vraiment fait un podium, un vrai podium de costaud. Et après, ça c'est ma position aussi, mon rôle de sélectionneur. J'ai beaucoup apprécié aussi les Français, les jeunes Français qui se classent dans le top 10.
Et ça a été, je trouve, c'est très très intéressant. On va s'intéresser maintenant à la course chez les femmes avec une course aussi très ouverte, avec pas mal de nouvelles têtes et aussi des nouvelles générations de coureuses qui arrivent. Qu'est-ce que tu peux nous dire côté féminin ? Ben, on a eu un départ où j'étais très agréablement surpris de voir en fait Anaïs Sabrier prendre le lead très vite. Et elle était vraiment très bien, donc elle a montré qu'elle a vraiment le très haut niveau international. Maintenant, Anaïs, c'est quelqu'un qui est interne en médecine en fait et qui fait beaucoup d'heures aussi à côté, qui était fatiguée. Et comme elle m'a dit à l'arrivée, elle m'a dit après, voilà, de deuxième partie de course, c'est pas que j'avais pas spécialement les jambes et tout, j'étais fatigué, j'avais du mal à me mettre dedans. Et là, c'est sûr qu'après, elle est tombée sur une Sarah Alonso au-dessus de tout aujourd'hui, qui était intouchable. On l'avait vu. Enfin, moi, je le sentais, une Sarah Alonso, quand elle fait à quelques secondes le Mont Matisse à Zegama. Déjà, elle avait prouvé qu'elle avait un niveau qui était énorme. Elle est arrivée en tant que favori aussi, hein, clairement. Hein. Ouais, elle est favorite, mais après, elle est toute jeune, hein, Sarah Alonso, et c'est vrai que elle est vraiment impressionnante parce que elle vient de la piste, mais elle monte vite, elle descend très très vite, et c'est vrai que c'est une fille vraiment qui sait tout faire. Donc ça, elle est restée en fait jusqu'au posette avec l'américaine et avec Gatlin, la néo-zélandaise et Anaïs. Et puis après, c'est vrai que dès la descente, elle a mis tout le monde d'accord en fait, et elle a fait sa course devant et elle s'est jamais retournée, quoi. Justement, de plus en plus aussi chez les femmes d'athlètes qui viennent de la piste. On peut parler aussi Maïva Danois qu'on va recevoir tout à l'heure, qui a fait ses débuts sur piste, puis sur marathon. Marie aussi, qui venait du cross-country. Est-ce que ça, c'est une vraie tendance aussi, ces coureurs qui font un peu la migration ? Ouais, mais après, moi, je trouve ça normal. On parle de trail running. Donc, à un moment donné, il faut savoir courir quand on fait du trail. Et forcément, l'école de la piste, hein, l'école de l'athlète, c'est la meilleure école pour ça. C'est pas toujours bien vu, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des communautés de coureurs, il y a des gens qui trouvent que c'est un état d'esprit différent, que c'est deux mondes différents et qui voient peut-être d'un mauvais œil ce côté un peu plus ouvert de la discipline. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense qu'il faut être tolérant là-dessus parce qu'il ne faut pas cataloguer les gens en disant ils viennent de la piste, donc ils n'ont pas l'esprit, ils ont pas. Non, je pense absolument pas. Et c'est vrai que alors Maëva, je la connais pas bien. On discutait juste avant, mais j'ai eu Marie en stage, voilà, qui fait partie un petit peu des jeunes pousses pour l'équipe de France. Et c'est vrai que du coup, de dire de Marie que c'est quelqu'un qui a pas l'esprit. J'aimerais bien qu'on vienne me le dire, quoi, parce que c'est vraiment loin d'être ça. Non, c'est une fille qui est vraiment géniale, très très humble en fait, et donc non, du coup, qui je pense rentre vraiment dans cet esprit trail. Donc non, je pense que c'est très bien parce qu'on voit justement des coureurs qui viennent du ski alpinisme, on voit des coureurs qui viennent de la piste, de la route. On voit en fait des coureurs qui viennent de plusieurs horizons et maintenant aussi des jeunes qui se forment au trail de plus en plus tôt. Donc je trouve que c'est très intéressant. Là, c'était flagrant justement. On a vraiment vu des très jeunes coureurs aujourd'hui, un peu comme sur marathon où finalement avant on arrivait sur marathon assez tard et là il y a de plus en plus de jeunes et sur trail il est exactement en train de se passer le même phénomène. Ouais, et je pense que c'est ce qui est intéressant et c'est ce qui va densifier et augmenter le niveau. Donc on n'a pas fini de voir, je pense, des nouvelles têtes et le niveau continue à monter. Ouais. Bon, il y a une vraie effervescence en tout cas et on a hâte de voir un peu ce que ça va donner par la suite. Fred, satisfait de cette édition assez incroyable, mis à part l'annulation effectivement de l'ultra, mais des conditions exceptionnelles, une grosse ambiance, le public qui était au rendez-vous, l'arrivée aussi sur le duo étoilé de Mano, la course en Joëlette. J'imagine que ça aussi symboliquement, je crois que c'était une première d'ailleurs. Hein. Oui, alors c'était une première sur le duo étoilé en tout cas. Il y a déjà eu des Joëlettes qui ont fait le 42 et puis d'autres courses. Mais ça fait partie des moments forts. Hein. Je crois qu'au départ, Ludo, il nous a tous tiré l'alarme, quoi. Il y avait beaucoup d'émotions et ça fait partie des grands moments. Et puis effectivement, cette arrivée à Chamonix, c'était une nouveauté. Alors je vais pas revenir sur le pourquoi du comment, mais bon, c'était voilà, ça fait partie de l'évolution aussi de notre épreuve. Et puis on savait qu'on voulait offrir aux concurrents une arrivée mythique, une arrivée avec pleine d'émotions aussi, avec beaucoup de monde qui les encourageait. C'était un petit peu le point noir de l'arrivée à altitude 2000. Elle est magique comme hier quand on arrive et qu'il fait grand beau. L'année dernière, on est arrivé, il faisait froid, il y avait de la pluie, il n'y avait pas de public. Donc voilà, il manque quelque chose à l'arrivée. Prendre un dossard, c'est aussi avoir des émotions au départ à l'arrivée. Et je pense que tous les coureurs qui passent la ligne et qui sont encore en train de passer la ligne maintenant, ils ont des émotions de dingue. Et justement, Chamonix, c'est vraiment en train de devenir the place to be pour le trail. C'est une ville qui est très appréciée des trailers. Pourquoi tu penses que finalement, elle plaît autant, cette ville de Chamonix ?
Chamonix, c'est une capitale. Alors, historiquement, du ski et de l'alpinisme, toujours de l'alpinisme, et toujours du ski. On accueille toujours des Coupes du Monde de ski dans notre vallée. Donc, c'est un endroit qui est magique. On a une proximité avec les montagnes. Il y a peu d'endroits sur Terre où on arrive en voiture et 40 minutes après, même pas 20 minutes après, on est pratiquement à 4000 mètres en prenant 2 téléphériques. Donc il y a cette proximité, il y a les glaciers, il y a un environnement qui est assez exceptionnel. Donc effectivement, quand on a la chance de pouvoir courir avec cet environnement-là, on se démarque forcément un petit peu des autres. Alors moi j'ai eu la chance d'accompagner Ensemble Déplaçons les montagnes, donc la team de Mano. Malheureusement, on a été exclus de la course à cause des barrières horaires. Alors on est arrivé 7 minutes après le temps réglementaire, donc on a dû arracher nos dossards. Alors je t'avoue que c'était assez dur à vivre puisque je me suis rendu compte de l'effort et c'était quasiment surhumain, et surtout qu'on a été ralenti à cause de l'averse. Et c'était assez... Ça a été vécu de manière assez brutale. Alors heureusement que les bénévoles, les personnes au PC de course ont été extrêmement réconfortants et chaleureux. Ils nous ont attendu qu'on passe, mais se faire disqualifier pour 7 minutes, c'est un peu dur. Est-ce que c'est pas aussi déshumanisant, cette barrière horaire quelquefois? Est-ce qu'il faudrait pas être un peu plus tolérant sur certaines choses, puisque c'est aussi une aventure humaine avant d'être du sport, et ça peut être très très mal vécu par les trailers. Toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Et en particulier la situation avec Mano et toute cette équipe qui s'était préparée pour finalement se voir disqualifié pour quelques minutes. Donc je vais être complètement honnête, j'étais pas au courant de ce qui vous est arrivé. Donc on regardera ce qu'on peut faire. Ça c'est voilà. Mais après, pour revenir sur les barrières horaires, ça reste des courses, ça reste du sport. Donc, il y a un moment, si on met pas de barrière horaire, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui viennent sur ces événements et qui sont absolument pas prêts. Donc, après, peu importe la distance, chacun va vivre sa course, chacun essaye de se dépasser pour arriver au bout de sa course. Mais il y a un moment, il y a une limite. Il y a une course de 10 km, il n'y a pas de barrière horaire. Les derniers, ils mettent 3h30, 4h. On les respecte, évidemment. Après, encore une fois, sur des trails en montagne, il faut penser à toute l'organisation, et il suffit d'une personne ou quelques personnes ou un groupe de personnes qui, pour des raisons XY, ne sont pas prêts ou décident. On a vu des gens, ils passent la barrière horaire, ils s'assoient et ils sortent le casse-croûte. Et puis pendant ce temps-là, il y a des centaines de personnes qui les attendent en montagne. Alors quand il fait beau, pourquoi pas? Quand il fait pas beau, c'est un peu plus compliqué. Donc après, ça reste du sport, c'est pas de la randonnée. Donc il y a un moment, il faut fixer des règles. Et effectivement, je pense que c'est sûrement, alors c'est très personnel ce que je vais dire, mais c'est un des côtés assez négatifs du trail, et notamment des gens qui viennent au trail un peu sur le tard et qui n'ont jamais fait de sport et qui n'ont jamais été confrontés à l'échec. Quand on fait du sport, on apprend à perdre avant d'apprendre à gagner, parce que malheureusement, c'est rare de gagner, il n'y a qu'une place. On apprend à perdre, on apprend à respecter les règles, on apprend à respecter les arbitres, etc. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de trailers qui se mettent au sport un peu sur le tard. Alors tant mieux, c'est aussi la magie de ce sport. Et c'est des gens qui souvent ne comprennent pas les barrières horaires, et on a chaque année limite des bagarres. Enfin, ça devient très compliqué d'arrêter les gens. Alors on les comprend, hein, on comprend leur frustration. Après, il y a arrêter les gens, et puis pour leur sécurité. Après, on leur interdit pas de finir la course. Donc, c'est-à-dire, ils sont hors course et on leur dit, après, vous êtes plus sous notre responsabilité. Si vous voulez continuer, vous êtes majeur et vacciné. Alors après, le cas d'hier, il est un peu atypique. Donc, on va corriger le tir. On n'est pas là. C'est un petit peu différent. Enfin, on peut pas enlever le bonheur d'arriver. C'était une course très particulière en Joëlette. Donc voilà, ça c'est un petit peu de manque de recul. Voilà, c'est le côté humain quelquefois aussi. Il faut pas que ça prenne dessus sur le côté protocolaire, surtout quand on parle de 6-7 minutes pour l'effort assez incroyable qu'ont fait toute cette association-là. Moi, je voulais t'en parler parce qu'effectivement, ça m'a un peu choqué, même si encore une fois, je tiens à remercier les bénévoles qui nous ont attendus sur le stand, qui ont été extrêmement réconfortants, mais qui ont appliqué finalement un règlement assez bête. Là, on parle de 6-7 minutes, et encore une fois, dans un contexte où il y a une averse, et donc évidemment on a dû se retarder. Donc peut-être qu'après c'est le bon sens, mais voilà, merci en tout cas pour les explications, et on comprend les contraintes, le système d'assurance, et évidemment toute la partie bénévole que tu peux pas solliciter. C'est une organisation, donc c'est aussi important de le savoir. Adrien, je me tourne vers toi maintenant. Quelles sont les prochaines séances de l'équipe de France de trail? C'est quoi un peu les prochains temps forts? Moi, j'ai juste le temps de faire une lessive demain, et puis on repart aux Canaries
là, tout début de semaine pour les championnats d'Europe. Et est-ce qu'il y a de l'attractivité autour de cette équipe de France? On pouvait avoir l'impression quelquefois qu'elle était un peu boudée par les trailers. Est-ce que c'est en train de changer ça ou ça reste quand même encore un peu compliqué de fédérer une équipe autour du maillot de la France? Parce que c'est vrai que généralement c'est une très grande fierté de représenter les coureurs, son pays quand on est un coureur. Sur trail, ça pouvait être un petit peu plus, peut-être un contexte un peu différent. Ça a pu être un petit peu boudé par certains coureurs, ou peut-être par certaines équipes, voilà, sur certains rondis en fait auparavant. Voilà, je suis très loin de dire que je fais tout bien là-dessus. J'ai juste voulu modifier un petit peu certaines choses en fait cette année, et en fait pour éviter justement ce côté de l'équipe de France, j'ai voulu aussi changer un petit peu les modalités de sélection, et on avait souvent le problème en fait d'avoir des fois des courses qui étaient rajoutées en sélection hors des grandes courses en fait du calendrier mondial, et c'est les choses que j'ai voulu modifier pour pouvoir justement avoir en fait, déjà sportivement voir en fait les coureurs contre la plus grosse concurrence que l'on pouvait avoir, comme on a pu voir aujourd'hui, comme on pourra voir sur un Cierzinal, comme on pourra voir sur l'UTMB. Voilà, je pense que ce sont ça c'était vraiment important à faire. Donc, et puis du coup, en faisant ça, ça permet également aussi de conserver en fait un maximum de visibilité pour les coureurs et pour leurs sponsors en fait sur ces grandes courses, parce que les sponsors veulent les voir sur ces grandes courses, et également les coureurs aiment être au contact aussi de la concurrence. Donc je pense que c'est vraiment important, c'était important de changer ça, et c'est pour ça que pour moi en fait le marathon du Mont Blanc c'était en fait la course rêvée en fait, pour pouvoir justement faire des sélections dessus. Et là-dessus ça change tout, parce que là-dessus je me retrouve en fait avec pas mal de coureurs qui peut-être pouvaient bouder avant et qui maintenant sont intéressés justement à me dire j'en ai vu beaucoup aussi à la fin de l'épreuve aujourd'hui, beaucoup qui viennent me voir et qui me disent mais aujourd'hui ça n'a pas marché, comment je peux faire, comment je peux me relancer, est-ce qu'il y aura d'autres sélections, et ça c'est vachement intéressant, et du coup on commence à vraiment avoir une belle émulation derrière l'équipe de France. Bon, on a hâte de voir ça. Merci infiniment à tous les deux. Merci Fred pour l'organisation, merci aux bénévoles, c'était vraiment une édition très très belle, et on a hâte de vous retrouver tout à l'heure. Je vous propose maintenant qu'on vive un peu de l'intérieur ce week-end sportif à Chamonix. On est parti à la rencontre de coureurs et de coureuses de tout niveau sur les différents formats de course, histoire de prendre un peu la température sur les arrivées. Je vous propose d'écouter notre reportage. C'est parti, Magnéto. Je me trouve actuellement à Chamonix, je me dirige vers le centre-ville, plus précisément à place du Triangle de l'Amitié. On va partir à la rencontre de trailers, on va essayer de trouver des ultra-trailers qui malheureusement ont vu leur course annulée. On va recueillir leurs témoignages pour savoir comment ils se sentent après cette mauvaise nouvelle. Puis on ira voir les coureurs du kilomètre vertical. Vous savez, cette course complètement dingue avec 1 kilomètre de dénivelé positif. Et enfin, on ira voir les finisher du format de course phare, le 42 km, le marathon du Mont Blanc, pour savoir comment la course s'est passée. Il a fait chaud, il a fait beau. Hâte de découvrir leur récit. Allez, je vous emmène avec moi. Alors je viens de croiser Laurent qui nous vient de Belgique et qui devait participer au format ultra. Laurent, pas trop déçu de parcourir cette semaine ? Oui, forcément déçu. Maintenant, on a un peu digéré la nouvelle, hein. C'était surtout le jeudi soir quand on venait de l'apprendre que c'était le coup de massue. Mais là, il fait magnifique. On va essayer de profiter. Après, comme je lisais hier sur les commentaires sur Facebook, ça doit être dans un coin de notre tête quand on s'inscrit à un ultra ou à n'importe quelle course en montagne. C'est les risques du métier, on va dire. La nature, elle est ce qu'elle est. Et donc voilà, on accepte avec philosophie. Alors j'ai vu que certains coureurs ont décidé, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus raisonnable ou le plus sécuritaire, mais ont décidé de courir en off à ce format ultra. Est-ce que toi ça t'a dit de tenter un peu, de partir en autonomie sur les routes ? J'y avais pas forcément pensé, puis j'ai vu justement toujours dans les commentaires qu'il y en a qui l'avaient organisé ce matin à 4h du matin. J'avoue que je pense pas que je l'aurais fait, tout simplement parce qu'il faut être en autonomie totale à ce moment-là, et effectivement c'est quand même moins sécure, et surtout, il faut tenir avec, je ne sais pas combien de gel ils ont pris, mais il faut pouvoir mettre tout ça dans son sac.
Donc moi, j'ai plutôt pris l'option de courir, mais un peu moins, quoi, 30 km. Bon, heureusement, aujourd'hui, il fait beau, la montagne est magnifique. Tu vas pouvoir profiter des paysages et de l'ambiance du marathon du Mont Blanc. Je te souhaite un bon retour en Belgique et on en profite pour saluer tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent de Belgique. Et je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant qu'on prenne un peu de hauteur. Je me dirige tout droit vers les télésièges. On va essayer de retrouver la finish line du kilomètre vertical, histoire de recueillir le témoignage de coureurs un peu fous qui ont décidé de tenter cette aventure. Allez, on se retrouve au sommet. Alors je suis avec Mathieu qui vient à l'instant de terminer le kilomètre vertical. Mathieu, comment est-ce que ça s'est passé ce kilomètre vertical? Parce que moi j'ai vu d'en bas cette côte et je t'avoue qu'elle m'a fait un peu peur quand même. Bah, ça s'est très bien passé. En fait, j'ai couru, je sais pas, sur 300 ou 400 mètres de dénivelé, enfin en alternant marche. Et après, j'ai plus recouru une seule fois. Hein. C'est un peu le concept du KV. C'est un effort super intense. C'est une superbe épreuve. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce format de course? C'est un peu atypique, c'est un peu spectaculaire. Qu'est-ce qui te plaît dans ce genre de défi? Exactement, c'est le côté un peu original et atypique comme tu dis. Voilà, ça change de courir sur du plat ou du semi-plat, on va dire. Et j'aime bien grimper aussi, donc là on grimpe pas mal parce qu'on met les mains, j'ai les mains pleines de boue, je dois même en avoir sur le visage. Donc c'est un peu ce mix de grimpe et de marche. Ouais. T'as mis combien de temps là pour faire ce kilomètre vertical? Je crois que le record chez les hommes il est de 34 minutes. Est-ce que tu t'en es approché? Non, pas trop. Sur le départ, ouais, sur les 100 premiers mètres. Après, non, je m'en suis éloigné. Non, j'ai fait 55 minutes, donc je suis super content parce que je voulais faire moins d'1 heure, donc c'est génial. Moins d'1 heure, effectivement, c'est très bien. Je vois qu'il est, là, à l'heure où on enregistre l'émission, il est 9h, 9h15, mais tu as déjà un bon sandwich à la saucisse avec du fromage fondant. C'est aussi ça qu'on aime sur les courses de Chamonix, c'est ce côté un peu gourmand, non? Ouais, tout à fait. Ouais, la bière et le hot dog à 9h30 du mat, c'est pas mal. Hein. Bon, en même temps, là, c'est le déjeuner, parce que le petit-déj, il était à 5h30, 6h pour moi, je me suis levé bientôt, donc là, faut recharger, quoi. Bon, je sais pas si c'est le mieux pour la récup, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir. Eh ben, écoute, je te souhaite un bon retour dans le Val d'Oise et je te dis à très bientôt. Merci, salut, à la prochaine. Alors je viens de croiser Léa et Julie qui viennent à l'instant de terminer le kilomètre vertical. Il y a beaucoup de sourires, vous n'avez pas l'air d'avoir beaucoup souffert les filles. Comment ça s'est passé cette course? Si, on a beaucoup souffert, mais là ça fait du bien, on relâche la pression. Mais sinon, ça a été un peu dur en vrai. Vous venez nous, est-ce que vous êtes des locales ou vous avez fait un peu de voyage pour venir jusqu'à Chamonix? Non, pas du tout, on a fait un petit peu de voyage, un petit peu de bus, un petit peu de train, un peu de tout pour venir ici. On vient de la région parisienne, on est venu jeudi soir. Donc voilà, mais on est content d'être là, on a terminé, donc c'est le principal. Vous avez l'air assez jeune, ça fait longtemps que vous courez? Alors, pas du tout, moi c'est un cadeau de Noël, cette course. Donc depuis Noël, j'ai dû m'entraîner un petit peu. Et avec Paris, c'est compliqué, on n'a pas les montagnes comme ça, donc sur du plat, c'était un petit challenge. Un cadeau de Noël, je ne sais pas si c'était un cadeau empoisonné. C'est pareil pour toi, tu l'as préparé comment cette course? Tu es allé au talent ou Justement, oui, non, je cours pas du tout. Je fais un petit peu de musculation, donc c'est pas vraiment le même domaine. Un petit peu, ça aide, mais pas surtout. Et justement, je me suis inscrite à la suite, en fait, par une de mon amie qui s'est inscrite. Et elle m'a dit, allez, on le fait. Et je lui ai dit, bon, allez, c'est parti. Et on l'a fait. Du coup, tu l'as soutenue dans cette épreuve pas si évidente que ça. Vous avez fini en combien, les filles? Vous avez votre chrono? 1h18. 1h18, c'est quand même pas mal. Écoutez, bonne récupération à vous deux et puis bon retour en région parisienne. Merci, bonne journée. Ça fait vraiment plaisir de voir autant de coureurs et de coureuses avec des profils, des histoires différents. C'est ce qui fait aussi la diversité et la richesse de notre sport. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite au studio. À tout de suite. Retour au studio, j'espère que ce petit reportage vous a plu. J'ai le plaisir d'accueillir maintenant Karine Renet qui est la maman de Mano. Vous avez d'ailleurs pu découvrir son histoire dans le documentaire vidéo Ensemble déplaçons les montagnes. Karine, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation, d'autant plus je crois que tu devais repartir chez toi du côté d'Angoulême et que tu as un petit peu retardé les choses pour nous. Donc merci infiniment, comment ça va? Ça va bien, déjà merci beaucoup de l'invitation.
On a retardé avec plaisir notre départ. Bon, bah tant mieux pour nous, mais promis, on va pas te garder très longtemps. Karine, je le disais à l'instant, tu es la maman de Mano et l'une des fondatrices de l'association Ensemble Déplaçons les montagnes. Cette année, avec les membres de l'association, vous vous êtes lancé un défi un peu fou, j'ai envie de dire, courir avec Mano en Joëlette sur le duo étoilé du marathon du Mont Blanc. Mais avant que tu nous racontes comment est-ce que ça s'est passé, les circonstances un peu aussi de ce défi, comment est-ce qu'il est né, parce que c'est un peu particulier, je crois que c'est un peu le fruit du hasard cette aventure. Est-ce que tu peux nous présenter un peu Mano et nous parler un peu de son parcours? Bien sûr. Alors Mano, donc il a 16 ans, il a un handicap moteur, il est infirme moteur cérébral, donc en fait il a fait une hémorragie cérébrale à sa naissance qui a laissé des lésions sur la partie motrice. Le sport a toujours fait partie de notre vie et on tenait à ce que Mano fasse du sport et puisse s'épanouir au travers d'une activité sportive. Donc il a fait de la natation, gymnastique. Et puis on l'a mis tranquillement aussi à la musculation. Alors à la musculation surtout pour gagner en autonomie au quotidien, faciliter ses transferts, travailler son système cardio-respiratoire également. Et il se trouve que le préparateur physique qui s'occupe de Mano est ultra trailer. Et puis il avait toujours en tête de vouloir mettre Mano sur une Joëlette. On n'était pas forcément on n'avait pas forcément pensé au début. Et puis, un jour, on en a loué une pour faire une petite sortie familiale dans les Pyrénées. Et quand on est rentré, c'était parti. Voilà. On s'est dit, on va partir au début des trails. Et puis, plus ça va, plus on augmente les distances. Et on a fait le Lozère Trail il y a 15 jours. Et puis, cette semaine, le marathon du Mont Blanc. Voilà, Dieu faut aller. Et justement, pour toi, l'handicap n'est pas forcément incompatible avec le sport. Tu as toujours voulu justement que Mano puisse pratiquer une activité sportive quand, même dans le corps médical, certains kinés, certains médecins peuvent peut-être ne pas forcément comprendre l'intérêt, voire même trouver ça peut-être un peu pas convenu. Toi, c'est pas l'idée que tu avais. Parfois même maltraitant. Alors effectivement, c'est pas du tout l'idée qu'on en a. Le sport, c'est essentiel d'abord pour le bien-être physique, bien sûr, mais surtout pour le bien-être mental. Et pour nous, c'était hors de question de pas lui faire une activité sportive. Donc, bien sûr, on a eu quelques freins, mais on a eu beaucoup de personnes qui nous ont encouragés, qui trouvent super tout ce qu'on fait. Donc, voilà, on se base là-dessus. Justement, on va parler un peu de ce duo étoilé. Comment est-ce qu'est née cette idée? Je crois que les circonstances sont quand même incroyables, un peu magiques presque. Ouais, c'est complètement magique. En fait, j'ai répondu en passant une commande de basket au mois de décembre. J'ai répondu à Time to Make a Wish, donc un petit jeu concours lancé par Iron et Garmin. Et donc l'idée, c'était de mettre un vœu un peu fou. Donc, en fait, en vœu un peu fou, nous, on a toujours envisagé un jour d'aller faire une petite sortie en Joëlette à la Diagonale des Fous. Donc, du coup, j'ai marqué faire la Diagonale des Fous en Joëlette avec mon fils. Et puis, 2 mois après, j'ai reçu un appel de Alexis Anoufa et Emmanuel Vidal pour me dire que on était complètement barrés et qu'ils aimeraient bien nous accompagner sur ce défi un peu fou. Donc on s'est rencontrés, on a été accueillis d'une manière incroyable. Ce sont des gens exceptionnels, d'une grande valeur, enfin vraiment voilà. Et puis on s'est dit qu'on allait voir comment on pouvait avancer tranquillement ensemble et ils nous ont dit peut-être qu'on peut apprendre à faire connaissance en faisant une première course. Et c'est un peu ambitieux la Diagonale des Fous. C'est vrai qu'il y a quand même quelques étapes à respecter. C'est un peu, oui, c'est sûr. Mais bon, il faut avoir des. Il faut rêver grand. Et donc voilà, on s'est dit on va attaquer par le marathon du Mont Blanc et voilà comment on est arrivé sur le duo étoilé. Justement, Mano, c'est un jeune adolescent. Tu m'avais dit quand on s'est rencontrés pour le documentaire que c'était pas forcément facile cette période pour lui. Même si l'adolescence c'est facile pour personne, c'est toujours une période très compliquée. Mais à fortiori, j'imagine quand on est en situation de handicap. Est-ce que tu as vu le comportement, l'attitude de Mano changer avec cette épreuve, avec cette préparation? Est-ce que ça a eu un impact? Mais complètement. Enfin, il a vraiment pris confiance en lui. Ça donne vraiment du sens à
tout ce qu'il fait, aussi bien au niveau sportif que voilà, il a dû apprendre aussi à se présenter, à répondre à des petites interviews, à prendre la parole. Et ça c'est super difficile parce que très souvent, enfin voilà, quand on est jeune et puis c'est très difficile pour lui, donc il le fait de mieux en mieux. Je suis très très fière de lui. Et vraiment, il a gagné en confiance, il a gagné en autonomie, et il a retrouvé un joli sourire qu'on lui avait vu un petit peu s'effacer ces quelques temps. Même physiquement, on a vu des vidéos avant la prépa physique de Nicolas, son préparateur physique qui l'entraîne comme un athlète, quoi. Aujourd'hui, en tout cas, il nous l'a dit, il le considère comme un athlète, et il est parti vraiment, je vais pas dire de zéro, mais Mano avait des grandes difficultés, ne serait-ce qu'à se tenir, à pouvoir rester stable, parce qu'il faut s'imaginer, sur la Joëlette, ça lui a demandé vraiment une préparation d'athlète de haut niveau, et on l'a vu se métamorphoser, quoi, physiquement et en autonomie. Oui, alors c'est vrai qu'on a l'impression que sur la Joëlette, on est assis, on se laisse porter, mais alors pas du tout, c'est très physique. Donc il a fait un gros travail sur le gainage, le travail de la ceinture scapulaire. Mais c'est vrai que tout le travail qu'il fait avec Nicolas Gendry depuis plus de 2 ans et demi, je crois, c'est vraiment pour sa vie quotidienne, quoi. C'est vrai qu'il a retrouvé de la coordination, de la force. Il est capable, il soulève des poids assez impressionnants au développé couché. Enfin, voilà, ça rigole pas. Et quand il a une séance avec Nicolas, il ne le lâche pas. Et il est demandeur. Je peux te dire que moi, il m'a fait culpabiliser, parce que moi, quand je suis en salle de musculation avec mon entraîneur, je passe mon temps à me plaindre et à essayer de négocier des séries pour en faire un peu moins. Je peux vous dire que Mano, il en demande et il en veut, et Nicolas est même obligé de le freiner, quoi. Et ça, c'est moi en tout cas, ça m'a mis une claque. Ouais, il a une volonté incroyable, mais c'est son caractère. Et il a aussi une relation à la douleur qui est pas la nôtre, donc il va toujours plus loin. Faut même un petit peu le freiner quelquefois, j'imagine. Il faut se battre, il faut jamais lâcher l'affaire. Il y a toujours de l'espoir, on peut toujours réussir à s'élever, on peut toujours réussir à améliorer la situation. C'est pas ça aussi un petit peu ce qu'on a appris là ce week-end avec le duo étoilé, que voilà, quoi qu'il arrive. On a parlé tout à l'heure de la disqualification, on a parlé des difficultés parce que le parcours est extrêmement technique. On a eu des averses de pluie, ça a été très dur, mais on n'a rien lâché, quoi. Ils ont rien lâché, en tout cas les bénévoles. Moi, j'étais là juste en observateur, mais j'ai pu voir le courage et la force physique et mentale. C'était assez fou. C'est pas ça un peu, c'est jamais lâcher l'affaire et toujours penser qu'on peut améliorer, que rien n'est perdu finalement. En fait, il y a un proverbe que j'aime beaucoup, c'est ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et c'est vraiment l'état d'esprit de l'association, quoi. En fait, on se dit, on sait pas jusqu'où on ira. On sait comment, on sait avec qui, et puis on ira jusqu'au maximum, quoi. Je vais pas te retenir plus longtemps parce que je sais que t'es pressé. Je pense qu'on peut vraiment tous les applaudir dans la salle. Encore bravo, et puis on peut remercier aussi tous les membres des bénévoles. Si tu veux, n'hésite pas, si tu veux leur adresser un petit message de soutien, parce que vraiment ils ont été incroyables. On leur dit jamais assez, mais un grand merci à tous les membres de l'association, parce que aussi bien les trailers que les accompagnants sont des personnes vraiment, qui partagent les mêmes valeurs que nous, des personnes très humbles, des personnes vraiment, qui sont là pour donner, pour emmener Mano jusqu'au bout. Ils ont vraiment pas démérité, parce que ce qu'ils ont fait hier, c'était juste exceptionnel, voire surhumain. Et je suis aussi très admirative de leur cohésion et de cette force qu'ils ont à jamais rien lâcher, quoi. Donc, bravo et merci. J'espère vous retrouver en 2023 sur la Diagonale des Fous. Encore merci, et puis bon retour du côté d'Angoulême. Merci beaucoup. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre documentaire vidéo Mano à la montagne d'une vie sur YouTube, ou même sur nos réseaux sociaux dans la tête d'un coureur. N'hésitez pas à aller y jeter un œil, car c'est un film qui est particulièrement émouvant, et en plus qui permet vraiment de découvrir de l'intérieur ce qu'est une course en Joëlette, qu'est-ce que ça implique en termes de préparation. Vous allez voir que c'est vraiment un défi physique et humain, donc vraiment allez jeter un œil. Et d'ailleurs, en parlant de défis, j'ai le plaisir de recevoir nos 3 prochains invités. La première est une ancienne athlète de haut niveau. Elle a brillé sur 3000 mètres steeple. Elle a fait partie d'ailleurs de l'équipe de France. Elle s'est ensuite reconvertie sur marathon et elle a décroché
un record sur la distance de 2h45. Et aujourd'hui, elle a décidé de quitter le bitume pour découvrir de nouvelles sensations sur les chemins sinueux et goûter un peu au dénivelé positif. Il s'agit de Maïva Danois. Maïva, c'est un plaisir de te retrouver. On t'arrête plus parce qu'on t'a reçu dans l'émission sur le Schneider Electric Marathon de Paris et maintenant t'es sur trail. T'es inarrêtable, Maïva. Comment ça va? Ça va très bien. Bonjour à tous. Ouais, c'est vrai qu'on se suit, j'ai l'impression, avec le podcast Dans la tête d'un coureur. Ouais, c'est vrai qu'on est sur pas mal d'événements ensemble. Toujours un plaisir d'être avec vous et de partager ces émotions après l'arrivée. En plus, c'est le fruit du hasard, mais en tout cas, nous, on est ravis de te retrouver. Et puis, ton expérience aussi, un peu du marathon sur route au marathon du Mont Blanc. Tu vas nous parler de tout ça. Et justement, moi, j'ai plein de questions à te poser. Notre deuxième invitée est une coureuse corse qui a débuté le trail il y a quelques années seulement. Elle fait partie de l'équipe de coureurs amateurs Estime. Elle devait prendre le départ sur l'ultra. Bon, malheureusement, le sort en a décidé autrement. Julie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu as fait bon voyage depuis l'île de Beauté? Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Oui, j'ai fait très très bon voyage. Bon, tu vas nous parler un peu de ton expérience. Et enfin, j'ai le plaisir d'avoir à ma gauche un athlète bien connu de nos auditeurs puisqu'il a été l'un des tout premiers à être interviewé dans le podcast. Il s'agit du coureur et de l'entraîneur lyonnais Johan Stuck. Salut Johan, comment ça va? Bah écoute, ça va bien. Après, je regarde tes fiches, t'as mal écrit mon. Ouais, je sais. C'est le correcteur d'orthographe là. Tu vois, j'ai vu que t'avais vu l'erreur, mais c'est pas grave. On va rectifier tout ça. Maïva, du coup, on va commencer par toi. T'as eu une carrière sur piste à très haut niveau. Tu t'es aussi lancé sur marathon. Pourquoi est-ce que finalement t'as décidé de faire cette transition 2021-2022? C'est l'année des changements pour toi, j'ai l'impression. Oui, beaucoup de changements. Mais la piste, j'ai décidé de tourner cette page parce que j'en avais marre de tourner en rond autour d'une piste et puis que j'avais fait mon temps dessus. Et donc, je me suis orientée sur le marathon où j'ai plutôt bien apprécié la distance et depuis 2 mois et demi, je commence la montagne. Donc, c'est encore tout frais. Et là, c'est d'autres sensations et d'autres émotions que je ressens. Et c'est l'avantage de la course à pied, c'est qu'on peut justement osciller entre différentes disciplines. Et en tout cas, je m'éclate en montagne. Tu as fait les championnats de France de course en montagne. Comment ça s'est passé aujourd'hui sur le marathon du Mont Blanc? Est-ce que finalement les objectifs ont été atteints? Alors, j'y vais avec beaucoup d'humilité. Ça fait que 2 mois et demi, donc il faut encore travailler dur. J'étais autodidacte sur le premier mois et sur le dernier mois, je me suis encadrée avec un entraîneur pour justement progresser et passer des caps. Donc ouais, non, il faut rester humble. Là, j'avais pas forcément cette idée en tête et on me l'a mise il y a 2 jours de faire un top 20 et je finis 19e, donc très contente de ce résultat. Bon, bravo. Julie, je me tourne vers toi. J'ai dit tu devais participer à l'ultra sur le marathon du Mont Blanc. J'imagine peut-être que tu es un petit peu déçue. Comment est-ce que tu as vécu ça? Oui, forcément, j'étais très déçue le soir même parce que une prépa d'ultra, ça se prépare beaucoup de mois en amont. J'attendais ça depuis plus de 6 mois. Et après, j'ai vite relativisé. Justement, comme je venais de loin, je me suis dit, je te dis, tu vas profiter d'être à Chamonix pour visiter ces belles montagnes. Johan, toi aussi, tu as couru, je crois. En plus, je crois que tu as couru, tu as eu double dose, toi. C'était format double maxi. Je crois que tu as fait le kilomètre vertical et après, tu as enchaîné. C'est ça. Mais comment t'es venue cette idée un peu saugrenue? T'as pas eu trop mal aux cuisses? Non, en fait, au départ, je partais sur le KV pour le vendredi. Du coup, je me suis dit que le samedi, j'avais du temps pour récupérer et après faire le marathon. Écoute, je l'ai fait hier parce que ça a été décalé. Et du coup, aujourd'hui, j'ai fait le marathon. Écoute, ça s'est assez bien passé dans l'ensemble. Bon, j'étais un petit peu collé dans les côtes, mais après voilà... Je vois certains coureurs le faire, comme Rémi qui est aujourd'hui on va en parler tout à l'heure. Mais voilà, c'est un peu un exemple aussi sur des disciplines comme ça. Et je me suis dit, s'il y arrive, je vais le faire aussi, mais à ma manière, pas dans la même performance. Mais voilà, donc ça s'est bien passé. J'ai pris beaucoup de plaisir à revenir sur Chamonix. C'est quand même top parce que les montagnes s'offrent à nous. Donc voilà, c'était vraiment bien. Bon, tu as entraîné aussi Julie, tu vas nous parler un petit peu de préparation tout à l'heure. Et justement, en parlant de préparation, toi Maïva, déjà, quelle différence t'as remarqué entre ce monde du trail et ce monde
piste-route, parce qu'il y a déjà des différences entre la piste et la route. Toi qui as goûté un peu aux 3 disciplines, qu'est-ce que tu as remarqué de différence en termes de préparation, en termes de mental aussi, parce que j'imagine que c'est aussi pas les mêmes ressorts psychologiques qu'il faut aller chercher, et en termes d'ambiance aussi, parce que je pense que tu n'es pas forcément habitué à cette ferveur populaire. Toi, globalement, c'est voilà, un petit retour d'expérience sur ce début dans le monde du trail. Alors le point pour moi le plus important, c'est la liberté qu'on a quand on est en montagne et cet oubli en fait de tout ce qui est superficiel qu'on peut aujourd'hui retrouver sur route ou sur la piste, hein, les plaques carbone. On est sans cesse regardé, chronométré en montagne. Il y a un autre sentiment, et moi aujourd'hui l'athlète d'aujourd'hui, sur piste et sur route, sur la route, j'adore encore, hein, mais sur piste, je trouve que ça ne me correspond plus et que du coup, ma place avec mes valeurs, c'est dans la nature. Donc ça, c'est le point le plus important selon moi. Après, en termes de mental, la montagne, c'est ne jamais rien lâcher. Beaucoup Bon, après, l'histoire qu'on a entendue avec Mano, mon histoire, elle est tellement ridicule à côté, mais ça se ressent pareil, en fait. C'est de l'abnégation, ne jamais rien lâcher, et ça, c'est quelque chose d'important. Et justement, comment est-ce que tu l'as préparé ? Est-ce que tu as finalement inclus ça à la suite de ta prépa marathon, ou tu as fait quelque chose d'assez spécifique ? Alors c'est vrai que le dernier marathon de Paris est encore assez récent, donc c'était un peu fou de s'aligner sur un marathon du Mont Blanc, parce que bon, c'est quand même le double chrono. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez rapproché. Donc en termes de récupération, c'était un peu juste, et je me suis dit fais ce que tu aimes, vas-y avec de l'insouciance et ça passera, parce que tant que le plaisir est là, pour moi aujourd'hui, c'est vraiment le mot d'ordre, c'est ce mot plaisir. Et là, j'en ai pris beaucoup aujourd'hui. J'ai un peu les jambes qui brûlent, mais oui, je t'ai vu arriver en boitant, hein. Sur le plateau. C'est normal. les descentes ont fait un petit peu mal. On verra demain comment je vais pouvoir marcher, mais en tout cas, beaucoup de plaisir. Et ça, aujourd'hui, c'est le mot d'ordre pour continuer dans le milieu du sport. Julie, toi, tu as commencé la course à pied assez récemment, finalement. Je crois que ça fait moins de 5 ans que tu cours. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as eu cette envie de courir ? Parce que tu n'étais pas du tout coureuse à la base, je crois. Non, je faisais beaucoup de sport. J'ai toujours fait beaucoup de sport. Après, j'ai eu un petit garçon. Et j'ai voulu me remettre à la course à pied pour perdre un peu de poids. Et de fil en aiguille, comme j'ai toujours eu le goût de l'effort, j'ai commencé à apprécier la course à pied. Au bout de 8 mois de petit footing sur route, j'ai dit tiens, je vais me mettre sur un trail, ça m'a plu. Et de fil en aiguille, j'ai attrapé le virus et voilà. Et justement, tu as choisi, alors tu as eu un petit garçon et tu as choisi d'aller sur la distance de l'ultra, qui est quand même déjà une distance qui est majoritairement composée d'hommes, parce que je crois qu'il y a moins de 10% sur l'UTMB de femmes, donc c'est quand même encore assez précurseur. Il faut aussi beaucoup de temps pour s'entraîner. Toi, comment est-ce que... pourquoi finalement cette attirance vers l'ultra, et comment est-ce que tu t'es organisé pour préparer cette discipline qui est quand même assez dingue, quoi ? En fait, la clé, c'est une organisation de métronome et être très bien entouré. C'est-à-dire que, justement, avec Johan, on fait une planification sur l'année, et de mon côté, mon quotidien aussi est planifié presque sur l'année, quoi. Et qu'est-ce qui t'attire dans l'ultra ? Pourquoi finalement être allé sur ces courses de l'extrême, quoi, finalement ? Comme je le disais au début, c'est le goût de l'effort et la découverte des montagnes, puiser dans des ressources dépassement de soi. Voilà, quoi. c'est dépassement de soi et voilà, quoi. Johan, en tant que coach, comment est-ce que tu as réagi quand tu as appris que Julie, elle voulait faire de l'ultra, alors que finalement, elle avait encore peu d'expérience en course à pied ? Ça t'a pas un peu effrayé ? Julie, je crois que tu as fait pas mal d'équitation, je crois, tu vois. Et il y avait quand même un passif de sportive. Mais... ouais, faut un petit peu, tu vois, la freiner, parce qu'elle a envie de faire beaucoup de choses, et après elle met beaucoup d'enthousiasme dans ce qu'elle fait, donc ça c'est très bien au départ. Après, c'est vrai qu'on est sur une planification, c'est sûr, mais on est surtout sur un échange, et elle a compris qu'il fallait pas non plus déjà beaucoup enchaîner de choses. On y allait progressivement, à voir ce qu'elle aimait, ce qu'elle voulait faire. Et puis, ouais, on a de beaux projets, on a réalisé déjà de belles choses, et après, c'est vrai qu'on a grillé quelques étapes, mais ça s'est bien passé, donc c'est le principal. Après, on voit l'exemple, comme on a parlé juste avant, entre gérer un marathon de Paris, un marathon du Mont Blanc, sans avoir une réelle expérience sur du volume, etc.
on voit qu'on peut casser quelques codes et c'est ultra intéressant. C'est des risques à prendre en fait et si on les prend pas en fait on connaît jamais nos limites hein, donc le but c'est toujours un peu les titiller après sans se blesser. Pour le moment tout va bien et je pense que quand tout va bien là-haut le corps il suit, en tout cas là ça a l'air de suivre pour vous aussi donc c'est top. Mais je pense que pour Julie ça marche bien en haut et dans les jambes aussi donc mais c'est un équilibre bien. En fait hein, des belles performances. D'ailleurs je crois que tu as déjà brillé sur des belles courses avec des top 10 sur certaines belles disciplines. Donc finalement, tu t'épanouis bien dans ce sport-là. Et justement, il y a finalement encore très peu de femmes sur la distance du trail. Est-ce que pourquoi vous pensez que finalement, elles sont un peu moins représentées que sur route? Est-ce que finalement, vous n'allez pas aussi un petit peu impulser quelque chose? Comment vous expliquez ça, vous aussi, ce manque un peu de diversité dans les pelotons de trail, et encore plus sur ultra? Peut-être de la peur d'une préparation un peu chronophage. C'est vrai que les distances centrales, il y en a beaucoup sont assez importantes, donc c'est vrai que ça peut-être effrayer et que il faut aussi avoir des terrains de jeu à proximité et ça, on n'a pas tous la chance d'avoir des montagnes à côté ou des terrains un petit peu vallonnés pour pouvoir travailler tout ça. Donc pour moi, ça serait l'éventualité en fait de pourquoi il n'y a pas suffisamment de femmes aujourd'hui sur cette distance. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça se retrouve dans plusieurs sports. Je vois en équitation, plus on monte en niveau, moins il y a de femmes. Je pense que c'est peut-être un problème, justement. Il y a beaucoup de femmes, une fois qu'elles ont un enfant, elles s'écartent un peu ou... Ça peut être... Il y a aussi un peu, je vais pas dire le regard des autres, mais quelquefois ça peut être incompris aussi de pouvoir continuer à faire du sport en étant maman. Ça, c'est une responsabilité qu'on impose un peu plus sur la femme, alors que finalement, autant un homme et une femme sont censés s'occuper de son enfant. Donc, est-ce que toi, tu l'as senti ça aussi peut-être? Je l'ai senti, oui, parfois. C'est pour ça que je dis que être bien entouré, ça fait partie de la clé aussi. Je pense qu'on le voit avec Anne-Lise, qui vient de battre le record du GR20 en étant jeune maman, en étant bien accompagnée avec Adrien et tout roule après derrière. Bien sûr. Si ça peut servir d'exemple. Sans parler aussi d'athlètes comme Courtney Dauwalter aussi qui fait des top 10 sur l'UTMB, donc on voit bien qu'aujourd'hui c'est en train de changer, heureusement. Maïva, est-ce qu'on te reverra quand même sur marathon ou est-ce que ça y est, maintenant tu vas partir sur trail? C'est quoi un peu la suite du programme, ou peut-être que tu vas y aller au feeling? Alors déjà là, une petite pause s'impose, ça va faire du bien au corps, ça va faire du bien au corps et à la tête. Bon, ça va être difficile parce que on est accro, hein. Je pense qu'on est tous d'accord ici, on est tous accros à ça. De la montagne, oui, et puis non, quand même aller chercher un gros chrono sur marathon à Valence fin d'année, mais conserver le travail en montagne parce que ça m'apporte énormément et ça me renforce musculairement et que ça m'aide à être bien dans ma tête aussi. Alors je vais te poser une question un peu stupide, mais que peut-être beaucoup de personnes se la posent. Finalement, entre le marathon de Paris et le marathon du Mont Blanc, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Est-ce que je peux te répondre dans quelques jours? Non, après, qu'est-ce qui a été le plus difficile aujourd'hui? J'en ai tellement pris plein les yeux que j'ai pas eu mal. J'ai un peu mal aux jambes là, mais j'adore en fait l'ambiance, c'est électrique, il y a des encouragements partout, des vuvuzela, c'est fort. Il y a une gestion qui est tellement différente par rapport au marathon de Paris sur les ravitaux, quelque chose que je n'aurais jamais pensé. Il y a 2 jours, j'ai rencontré un coach de ASICS qui m'a parlé justement de tout ça et c'est des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé, d'avoir quelqu'un qui me donne mes fioles, mes flasques 20 mètres avant le ravito, tout ça, c'était une logistique que je n'envisageais pas. En tout cas, ça a été un bel apprentissage et j'aimerais y retourner. Les descentes aussi pour les coureurs sur route, et moi j'en ai fait l'expérience. Souvent, c'est là vraiment notre point faible parce que ça demande quand même, voilà, il y a une notion, déjà il y a la proprioception, il y a aussi la notion de risque, de danger. Il faut être capable de débrancher le cerveau, il faut aussi beaucoup d'expérience. Et là, c'est clair que... Et de concentration, surtout, on en discutait tout à l'heure avec Marie, c'est de la concentration. Là, surtout qu'il y avait des portions, il y avait pas mal de racines, c'était un petit peu technique. Alors que sur marathon, on pose le cerveau, c'est chronomètre en main, et là, le chrono, on le regarde plus marcher, ce n'est pas tricher. Et non, c'est sûr que c'est tellement différent, et c'est pour ça qu'il y a un mois, j'ai décidé de m'entourer d'un entraîneur qui m'a vraiment aidé à
progressé en descente et je pense que je peux encore un petit peu progresser. En tout cas, j'espère. Oh, j'en suis sûr que tu as encore de beaux progrès devant toi, de belles courses à venir, que ce soit sur marathon ou que ce soit sur trail. Et puis, on n'est pas obligé de choisir. On peut aller s'épanouir sur toutes les distances. Il n'y a pas de dualité entre la route et le trail. Et je pense qu'à l'avenir, on aura de plus en plus de coureurs polyvalents. Et c'est très bien comme ça. Justement, Johan, je me tourne vers toi, toi qui es aussi entraîneur. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui peut-être veulent se lancer sur trail? Selon toi, c'est quoi les étapes peut-être à respecter, les petits conseils, les petits tips que tu peux nous donner? Je pense que déjà, il faut voir la distance sur laquelle ils veulent se mettre, parce que des fois, il y a beaucoup de personnes qui veulent se mettre sur l'ultra et au final, ils se rendent compte que c'est pas fait pour eux. Mais surtout, dès le départ, il faut y aller progressivement et être quand même accompagné. Et puis, il faut revenir sur les fondamentaux. On le voit avec Maëva. Pour moi, avoir une base de vitesse, déjà, c'est primordial parce que derrière, on s'en sert. Même en trail, on le voit sur le marathon du Mont Blanc. Je pense que... Ah bah, c'était impressionnant là. Là, sur le plat, ce soit là au départ ou à l'arrivée, moi, j'étais scotché. On parlait beaucoup de John Albon tout à l'heure. Moi, j'ai couru même en entraînement avec lui. Il est incroyable. Je suis un coureur assez rapide sur le plat. Ça faisait peur, quoi. Tu vois. Donc imagine en montée, en descente. Oui, c'est vrai que il faut une capacité aérobique vraiment très forte. Après, il faut y aller progressivement et puis toujours rester sur cette notion de plaisir et être bien accompagné. La notion de plaisir, elle est toujours au centre de tout, de toute façon. Merci infiniment à vous trois. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce que je sais que vous êtes assez fatigués. Et puis, au plaisir de vous recroiser sur de prochains trails. En tout cas, nous, on va continuer à être présents sur ces courses-là parce que dans le podcast, on adore ça. On sera dans quelques jours au Québec Méga Trail. Et on va continuer à faire vivre sur le podcast la diversité du running parce que c'est aussi ça qui fait la beauté de ce sport. Merci à vous trois. Merci à vous. Merci beaucoup. La bise à Fred. Ah oui, lui, il était au championnat de France sur la piste, c'est un passionné. Il sera peut-être là sur d'autres courses. Merci à vous trois. Je vous propose qu'on passe maintenant à notre débat du jour et qui concerne le matériel obligatoire sur trail. Entre le matériel obligatoire, mais il y a aussi les kits de canicule, les kits grand froid. Est-ce que on va pas peut-être un petit peu trop loin dans le principe de précaution? Est-ce que peut-être en plus d'alourdir les coureurs, ça servirait pas? Allez, on va pas faire de théorie du complot, mais peut-être à faire dépenser un maximum d'argent aux trailers? Ou est-ce que c'est totalement justifié et qu'il faut absolument garder ces notions-là? Eh bien, c'est la question qu'on va se poser. Et pour débattre de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir Manu du site Wanna-Run. Salut Manu, comment ça va? Toi, je crois que t'as pas couru ce week-end, mais c'est pour la bonne raison. T'avais une bonne excuse puisque t'étais sur un Ironman, je crois. Ouais, salut Guillaume. Alors, non, pas un Ironman, j'ai fait un half Ironman en pleine canicule le week-end dernier. Ça va, si c'était un half Ironman, t'aurais quand même pu faire un petit marathon, quoi. Ouais, non, j'ai l'impression, j'ai essayé de courir un petit peu ici parce que bon, j'aime bien quand je suis ici, c'est vraiment super agréable. En plus, la météo était vraiment exceptionnelle. Donc, et puis les jambes étaient pas super d'accord. J'ai senti assez vite qu'on allait limiter les choses. Donc voilà. Je te taquine. En plus, je sais que tu as fait une très très belle course et que tu as atteint tous tes objectifs. Donc, tu as bien raison de récupérer. On va parler du matériel obligatoire. Et d'ailleurs, moi, j'en ai fait un petit peu les frais puisque je me suis lancé sur le duo étoilé. Alors, c'est un petit trail de 21 km. Alors, il était certes un petit peu technique, mais je suis peut-être un petit peu naïf, mais je m'attendais pas à avoir moi aussi sur ces petits formats du matériel obligatoire. Je t'avoue que voilà, j'ai dû aller un peu à la dernière minute me procurer tout ça. C'est vrai que ça peut surprendre les coureurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'ailleurs, en guise d'introduction, en quoi consiste cette logique du matériel obligatoire ? Alors effectivement, on est dans le milieu de montagne, c'est quand même un milieu qui peut être dangereux. On l'a bien vu de toute façon vendredi avec les averses qu'il y a eu et puis l'annulation de la course, que on se retrouve seul avec un short et un t-shirt à 2500 mètres quand il y a une averse de grêle. On va pas s'en sortir si facilement que ça, quoi. Donc voilà, il y a une logique de pas d'assurance, mais d'essayer d'essayer ce que les trailers finissent la course dans les meilleures conditions. Donc effectivement, il y a un exemple assez flagrant qu'il y a eu l'an dernier à Ganzhou en Chine. Ça a beaucoup fait parler à l'époque. Sur 172 participants à un ultra trail, il y a eu 21 décès.
suite à des averses, des pluies verglaçantes et puis des averses de grêle. On en avait parlé d'ailleurs dans un Iron Café sur le trail. Est-ce que finalement l'ultra trail des fois ne va pas trop loin? Oui, mais parallèlement à ça, on voit quelques ultra-trailers qui font des ascensions du Mont Blanc en mini-shirt de compétition aérodynamique avec des baskets aux pieds, ce qui fait d'ailleurs quelquefois hurler certains randonneurs quand ils voient ça et qui trouvent ça assez scandaleux. Ça donne aussi des idées à certains. On a envie aussi de courir de manière la plus légère possible. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque face à ce côté un peu minimaliste ? Alors effectivement, on parle surtout de Kilian Jornet qui a fait son aller-retour Chamonix, donc place du Triangle de l'Amitié qu'on connaît bien, là où il y a tous les départs et les arrivées de course, et qui est monté au Mont Blanc en 4 heures, donc faire l'aller-retour jusqu'en haut et puis revenir en 4h30, je crois, quelque chose comme ça. Alors ça, cet exploit, il a été ultra médiatisé, mais la fois où il s'est retrouvé dans les montagnes de Chamonix, donc côté nord, là où tu es passé hier soir, près du plan de l'Aiguille et tout ça, il s'est retrouvé une fois coincé, avec effectivement très très peu de matériel, et c'est les gendarmes du PGHM de Chamonix qui sont venus le chercher. Donc même quelqu'un de très aguerri, quand la météo s'en mêle, ça peut être très compliqué. Alors tu vas nous proposer une petite sélection de... Voilà, on sait que tu es toujours très au point sur l'équipement. Qu'est-ce que tu peux nous parler un peu? Qu'est-ce que tu recommanderais à nos auditeurs s'ils veulent vraiment avoir... Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai balayé un petit peu les différents règlements et puis essayé d'un peu de vous expliquer pourquoi et puis quel élément de sécurité, en fait, parce qu'on parle vraiment d'éléments de sécurité, ce qu'on utilise en montagne. Alors effectivement, l'an dernier, on a eu aussi l'événement sur la TDS où tous les coureurs ont été arrêtés. Alors c'était pas un fait de météo, mais c'était plutôt un fait de course. Donc effectivement, là, ils étaient tous sur un single qui montait. Il y a eu un accident grave. Ils ont tous été stoppés. Donc tous les coureurs allaient bien. Les conditions météo étaient plutôt bonnes. Mais effectivement, là, ils ont tous sorti leur kit. Donc ils ont sorti souvent le pantalon imperméable pour garder les jambes au chaud, une veste et puis une couverture de survie. La couverture de survie, on peut pas dire que c'est un élément cher parce que ça coûte quelques euros et puis c'est quelque chose qui peut vraiment sauver la vie, quoi. Donc là, on parle vraiment de sécurité et puis à des budgets très minimes. Et puis la couverture de survie, elle peut ne pas servir. Donc finalement, vous la gardez. Dans la plupart des cas, heureusement, elle ne sert pas d'ailleurs. Voilà, vous allez pouvoir la garder pendant plusieurs courses sans souci. Alors qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui, Manu? Alors par exemple, de toute façon, l'élément le plus important qui revient très souvent dans les listings, c'est la fameuse veste type Gore-Tex. Alors effectivement, c'est un peu surjoué le nom de Gore-Tex parce que effectivement c'est une marque de référence, mais il y a énormément de marques qui proposent d'autres types de membranes imperméables. Alors bien sûr, vous avez chez Salomon, en fait, il y a toute la gamme Bonatti. Bonatti, c'est le nom d'un célèbre alpiniste italien qui a donné son nom au refuge Bonatti qui se trouve côté italien sur le Tour du Mont Blanc. Et là, vous avez toute une gamme Bonatti qui sera en Gore-Tex ou en membrane plus standard. Et ce qui est important dans les règlements, c'est qu'ils calculent sur les membranes imperméables, il y a une cotation qui est en Schreiber. Et en général, au lieu de dire type Gore-Tex, il devrait donner un niveau de Schreiber minimum pour être accepté sur la course. Donc en général, alors l'UTMB précise, je crois que c'est 10 000 Schreiber. Il faut savoir qu'une veste Gore-Tex type Shake Dry Bonatti de chez Salomon, par exemple, c'est 28 000 Schreiber. Donc on est largement au-dessus des 10 000. Donc le Gore-Tex, c'est un peu la Rolls de la veste imperméable. Est-ce qu'il y a autre chose, Manu? Alors, il y a un petit élément qu'on voit beaucoup sur les débutants en trail, c'est qu'ils cherchent tous un sifflet. Le fameux sifflet de sécurité. Alors, j'ai eu sur le salon Trail Camp des derniers jours, là, on avait beaucoup de coureurs qui cherchaient « j'ai besoin d'un sifflet », etc.
Et alors c'est Moi, marrant. je suis pas le seul à être un peu à la ramasse et à chercher mon matériel aux dernières minutes. Hein. Toi aussi, t'as cherché ton Non, sifflet. parce que je vais pas spolier parce que je crois savoir ce que tu vas dire, donc je vais pas spolier ta chute. Mais ça va, j'avais plus d'un tour dans mon sac entre guillemets. Ok. Et effectivement, donc en fait, les gens, ils ont leur sac à dos, ils sont prêts à aller retirer leur dossard et il leur manque le fameux sifflet, sachant qu'en fait, le sifflet, dans la majorité des sacs à dos, comme les Advanced Skin de chez Salomon, le sifflet se trouve dans le sac. Alors c'est vrai que c'est tout petit, ça peut ressembler à un élément de la fermeture éclair ou un élément d'attache du sac. Et en fait, il y a un tout petit sifflet, donc il faut le savoir. Souvent, des fois, en plus, là, on a eu un cas sur un coureur qui cherchait partout sur son sac. Et en fait, il y a une petite poche. Il était dans la petite poche. Donc, hop, je lui ai sorti la petite poche. Donc, il a encore fait une économie puisque le sifflet était sur le sac. Alors, le sifflet obligatoire, puisque si vous chutez, il faut que vous puissiez vous localiser donc avec le sifflet pour que les secouristes puissent vous retrouver. Est-ce qu'il y a autre chose dans le matériel obligatoire, Manu ? Alors, bien sûr, dans le matériel obligatoire, à partir du moment où il y a du nocturne, il va falloir une lampe frontale. Qui est un peu iconique sur le trail, hein, tout le monde a ses belles. Ouais. Avec des prix des fois qui sont assez exorbitants. Hein. D'ailleurs, hier soir, je pensais très fort à vous parce que je savais que vous étiez à la lumière de la frontale. Et comme on était sur Chamonix, on a la chance, donc comme le duo étoilé se court sur la partie nord, on voyait le balai des frontales. C'est très beau, c'est magnifique. Hein. On voyait tout le parcours qui était dessiné depuis les terrasses de Chamonix sur la montagne. C'était très très beau. Donc la frontale, ce qui est important aussi, c'est que il faut avoir une batterie de recharge sur des courses comme l'UTMB. Alors bien sûr les élites comme François Daen et compagnie, ils font leurs courses en une vingtaine d'heures. Donc ils passent une nuit dehors souvent, mais le commun des coureurs qui va courir en 40-45 heures, eux, ils passent 2 nuits dehors. Donc souvent il faut 2 frontales et chaque frontale doit avoir sa batterie de rechange au cas où ça ne soit pas suffisant. Alors on a la veste Gore-Tex, on a la couverture de survie, on a le sifflet, on a la frontale. On a fait le tour ou il y a encore autre chose ? Non, alors il faut par exemple des lunettes de soleil en cas de canicule, mais des lunettes transparentes en cas d'averses très violentes pour au moins se protéger les yeux pour pas prendre des éclats de grêle ou des choses comme ça. Donc là, on avait déjà évoqué dans notre sélection de l'été la dernière fois les fameuses lunettes photochromiques qui peuvent aller de 0 à 4. Hein. Et là, effectivement, si vous voulez diminuer le budget, vous prenez une paire de photochromiques donc qui va être capable de vous protéger parce que c'est transparent quand il y a peu de soleil. Et puis, quand il y a du soleil, ça suffira elles s'opacifieront pendant la course. Est-ce qu'il y a autre chose ? Parce que là, ça fait déjà un petit budget. Hein. Ouais, après, on est sur plus des détails. On va avoir la fameuse casquette saharienne qu'il faut quand il fait très très chaud. On va avoir, il faudra, sur les sacs Salomon par exemple, on a souvent 2 gourdes qui sont fournies et on va pouvoir rajouter un sac type, une grosse poche d'eau dans le sac qui va permettre d'augmenter la capacité de portage d'eau. Parce que sur l'UTMB, en cas de grande chaleur, on va avoir besoin d'une capacité d'au moins 2 litres d'eau. Donc, il faut penser que c'est vrai que sur un marathon, un ravitaillement, c'est 5 km. Donc, 5 km, quand on court bien, c'est 15, 20, 25 minutes, 30 minutes en fonction des personnes. Là, les ravitaillements, c'est 12, 13, 15, 20 km. Mais quand il fait chaud, il fait chaud, ça va très très vite. Quand il fait chaud, et en plus avec les côtes, on transpire énormément. On en a fait les frais hier. Je crois qu'on a bu presque 3 litres d'eau sur une course d'un peu plus de 20 km. Donc j'imagine que sur le trace, c'est beaucoup. Peut-être un dernier pour finir, Manu ? Ouais, il y a des fois, effectivement, dans le kit canicule, il faudra prendre une crème solaire. Il faut rappeler quand même que le soleil, ça fait bronzer, ça c'est une chose, mais à long terme, ça peut créer des cancers et tout ça, donc il faut bien se protéger avec un indice 50, 60 dans ce genre de cas. Merci infiniment, Manu. On pourra retrouver bien sûr toutes ces sélections sur notre site internet www.danslateteduncoureur.fr. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. On vous mettra aussi le matériel que nous on a utilisé pour notre duo étoilé. Comme ça, on vous donnera un petit peu nos feedbacks. Écoute, Manu, on se retrouve dans quelques semaines pour le prochain Iron Café. Ouais, avec plaisir. À bientôt. À bientôt et puis bon retour du côté de chez toi.
Je vous propose maintenant, pour conclure cette émission, de partir à la rencontre de 2 athlètes élites. Et notre première invitée est une jeune athlète de 24 ans. Elle a commencé le sport par l'athlétisme à l'âge de 6 ans. Elle a fait ses premiers pas un peu comme Maïva sur 3000 mètres steep. Puis elle a brillé sur cross-country. Et elle aussi a décidé de se lancer sur trail. Il s'agit de Marie Combalès. Salut Marie, comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Eh bien écoute, ça va très bien. On est à l'arrivée du marathon, donc ça s'est plutôt bien passé. Donc je suis encore sur mon petit nuage là. Bon bah tu vas nous raconter tout ça. Et notre second invité est un trailer suisse. Il pratique aussi bien le ski alpinisme au niveau mondial que le trail. Salut Rémi, comment vas-tu toi ? Salut, ça va bien. Pas top aujourd'hui sur le marathon, mais après c'est des choses qui arrivent, des problèmes d'estomac, mais après les jambes étaient là, du coup du positif et du moins positif. Bah justement, vous allez nous raconter un petit peu tout ça. Marie, je me tourne vers toi, puisque toi, je crois que tu viens de boucler ton tout premier marathon du Mont Blanc, et aussi tu as allongé un petit peu la distance, qu'on avait l'habitude de te voir sur les formats peut-être un petit peu plus courts. Comment est-ce que ça s'est passé, cette première du côté de Chamonix ? Eh ben, ça s'est super bien passé parce que je suis arrivée sans pression vu le plateau qu'il y avait. Donc, je me suis vraiment laissée porter et essayer de me galvaniser du fait d'être avec des filles ultra costauds autour, quoi. C'était assez ouvert, d'autant plus cette année. Il y avait quand même pas mal de prétendants au podium. Ouais, il y avait un gros niveau. Il y en avait pas mal qui voulaient prendre la première place et qui pouvaient prendre la première place. Ça s'est bien bagarré un petit peu ? Alors, j'étais pas en tête du peloton, donc j'ai pas trop vu comment ça s'est passé devant. Mais je crois qu'il y a eu une belle bagarre. Rémi, t'as pris le départ toi aussi du marathon du Mont Blanc, mais je crois que ça s'est pas tout à fait passé comme tu l'avais prévu. Des petits problèmes au niveau du ventre peut-être. Ouais, après tu regardes en Golden maintenant, si t'as un petit problème, ça pardonne pas, t'es tout de suite derrière. Ou du coup, ça allait bien jusqu'en haut les posettes où je menais encore. Mais après, j'ai eu beaucoup de soucis d'estomac dans la grosse descente, et puis j'ai dû vomir bien 5-6 fois, et puis à la fin j'étais sans énergie, et puis j'ai préféré écouter mon corps et arrêter, puis pour mieux faire les prochaines que de forcer dessus et de finir KO pendant 2-3 semaines. Je pense que c'était une bonne décision, mais c'est clair que je suis un peu déçu, mais il y en aura d'autres pour se rattraper. Ça, j'ai aucun doute. J'ai l'impression, suivant un petit peu aussi ton parcours, Rémi, que toi, tu tentes souvent aussi le tout pour le tout. T'as pas froid aux yeux. Quand tu viens sur une course, c'est vraiment pour donner le maximum. Est-ce que je résume bien un peu ton état d'esprit ? Est-ce que tu penses que vraiment, quand on est sur une ligne de départ, il faut y aller, quoi ? Faut être généreux. Il faut rien garder sous le pied. Ouais, moi j'aime le fight. Du coup, quand je vois des gens qui partent devant, je vais avec eux. Et puis c'est ma façon de courir. Après, ça marche pas tout le temps, mais c'est comme ça que j'ai du plaisir. Du coup, pour moi, même si de temps en temps ça passe pas comme aujourd'hui, c'est pas grave, mais j'ai eu du plaisir, en tout cas la première partie de course. Bon, ça te réussit plutôt pas mal parce que je sais que derrière moi, tu as quand même eu des sacrées performances. Marie, je me tourne vers toi. On va parler un petit peu d'entraînement. On va rentrer un peu dans le côté un petit peu plus puriste. Toi, je l'ai dit, tu viens de la piste, tu viens un petit peu aussi du cross-country. Alors, le cross-country, c'est aussi une discipline où il y a énormément de relance, où c'est aussi assez exigeant, surtout sur les championnats de France, où le parcours, alors, quelquefois, on est limite dans du trail, là, on peut le dire. Comment est-ce que tu as préparé ce marathon du Mont Blanc et puis ta transition sur le trail ? Est-ce que tu as pu tirer des bénéfices de ta prépa sur cross, par exemple ? Et est-ce que d'ailleurs tu reprends finalement les prépas cross ? Est-ce qu'elles sont transférables sur le trail ? Alors, je pense que c'est complètement complémentaire, et en plus, on le voit sur un type de parcours comme aujourd'hui, ça court quand même pas mal. Il faut savoir tout le temps relancer. Alors bon, c'est les descentes qu'on travaille pas forcément du coup dans le cross qu'il faut travailler à côté. C'est souvent le point faible d'ailleurs, on le disait tout à l'heure, c'est souvent le point faible de ceux qui viennent de la piste, de route ou de cross, c'est les descentes, quoi. C'est là où on bûche le plus. Moi, quand j'ai commencé, c'était vraiment les descentes. C'est toujours un petit peu compliqué, mais ouais, c'est vraiment les descentes qui sont plus compliquées quand tu commences. Les montées, finalement, il n'y a pas tant d'écart entre vraiment un trailer et un très bon coureur à plat. Et justement, sur le plat, est-ce que tu arrives à faire un petit peu mal au profil 100% trail ? Est-ce que tu arrives un peu à aller faire parler tes qualités ? J'essaye. Je sais pas si je leur fais mal, mais j'essaye, et c'est là où je
je reprends un peu du jus et je me refais de l'énergie, quoi. Et justement, comment tu travailles un peu ces descentes puisque c'est vrai que quand on n'est pas habitué, quand on n'a pas évolué dans cet environnement-là, ça peut faire très très peur. Est-ce que tu travailles ça à l'entraînement? Est-ce que tu arrives par exemple à débrancher le cerveau? Ou quand même, comment est-ce que tu essayes d'être t'améliorer sur la descente? Alors moi, je sais que c'est très compliqué à l'entraînement, justement, les descentes. Parce que j'ai toujours un peu peur de me faire mal. À l'inverse, en compétition, j'arrive plus à me lâcher. Mais c'est sûr que, il faut les travailler. Mais c'est difficile aussi de trouver la difficulté qu'on retrouve dans une course, dans les descentes. J'imagine. Rémi, je me tourne vers toi maintenant parce que toi, t'es quand même connu pour être un full l'entraînement. Je crois que tu pratiques jusqu'à 20 heures de sport par semaine. Tu as même dit dans une interview que pour toi, il n'y a pas de secret. Pour y arriver, il faut travailler, il faut s'entraîner dur. Est-ce que c'est, selon toi, vraiment le secret de la réussite? Parce que des fois, c'est vrai que sur trail, on peut entendre qu'il y a ce côté un petit peu intuitif, ce côté aussi, on aime un peu moins suivre le plan d'entraînement, on aime un peu aller en fonction de nos envies, et c'est pas forcément ce discours pro-entraînement qu'on a l'habitude d'entendre. Est-ce que pour toi, tu penses que vraiment, c'est aujourd'hui, surtout avec le niveau qu'on a, il n'y a pas de secret, il faut y aller, quoi. Ouais, je pense que le trail, c'est quand même assez ouvert. Tu peux un peu t'entraîner comme tu veux, mais après, quand tu arrives à un certain niveau, il n'y a pas de secret. Tu dois faire des séances spécifiques suivant les courses que tu pratiques. Et puis après, c'est dans tous les sports pareil. L'élite, c'est quand même quelque chose qui est assez strict. Mais après, je pense que c'est quand même un sport où tu es quand même libre de faire un peu plus de choses que dans certains sports. Toi, justement, tu as une particularité, c'est que tu es un coureur qui va très très vite sur le plat. Tu vois, ça marche pas forcément avec tout le monde, même si tu viens un petit peu, mais tu es extrêmement rapide. Qu'est-ce qu'on retrouve globalement dans des cycles d'entraînement? Alors, on va parler par cycle, parce que je sais que sur trail, on travaille plutôt sur cycle que sur semaine d'entraînement. C'est ce qui est un peu différent, nous, avec la course sur route. Qu'est-ce que tu travailles? Est-ce que vraiment est-ce que tu fais par exemple un peu de seuil? Est-ce que tu fais un peu de VMA? Est-ce que même peut-être, pourquoi pas, tu vas sur piste? Quelles sont les qualités que tu essayes de développer? En plus, tu vas très très vite, toi, sur le plat. Ouais, après, moi, mes qualités, c'est plus la montée et le plat. Après, j'ai aussi pas mal plus de soucis dans les descentes. Du coup, on essaie de bosser ça avec mon coach, mais c'est clair que il y a de la VMA, du seuil, un peu de tout. Mais après, c'est souvent quand tu prépares, par exemple, le marathon du Mont Blanc, c'est une course que il y a du raid, il y a du plat. Du coup, tu dois un peu travailler tout. Mais après, comme un Sierre-Zinal, là, c'est un peu plus le plat que tu privilèges. Puis là, je fais quelques séances sur piste. Mais après, la plupart du temps, je suis quand même plus en montagne, dans les bosses, quoi. Donc, on retrouve quand même un peu de trailers sur les pistes, même s'ils ne le disent pas forcément tous. Moi, je sais que j'en ai déjà croisé quelques-uns. Je te suis sur Strava, Rémi, et l'année dernière, tu nous as quand même sorti une séance de l'espace. Alors, je ne sais pas, Marie, si tu es au courant, mais ce jeune fougueux s'est lancé dans un kilomètre vertical qu'il a bouclé, je crois, aux alentours des 27 minutes, je crois. Puis, il a enchaîné. Il a fait la descente et bien enchaîné directement avec un 10 km sur route en 31 minutes. Donc rends-toi bien compte, 1 km vertical, la descente, et hop, on repart, on change de chaussures et on repart sur un 10 km en 31 minutes. C'est une séance assez incroyable. C'est quoi le but de ce type de séance? Est-ce que c'est de travailler finalement la relance? Est-ce que c'est de travailler aussi sur la fatigue? Ou c'est juste se faire plaisir et le fun? C'est quoi qu'est-ce que tu vas chercher sur ce type de... C'était vraiment pour préparer Sierre-Zinal, parce que c'est vraiment un effort similaire. Tu as 2000 mètres de montée et ensuite ça roule vraiment fort, et puis tu dois être vraiment capable d'envoyer à plat quand tu as fait une montée dure, quoi, parce que ça part souvent à bloc. Du coup, c'est vraiment le fait de relancer, c'était le but de la séance. Faut se rendre compte, pour le kilomètre vertical, peut-être qu'il n'y a pas forcément des habitués du trail qui nous écoutent, mais c'est extrêmement casse-pattes. J'imagine qu'on a quand même les cuisses qui chauffent. Toi, est-ce que tu ressens vraiment une différence? Est-ce que peut-être les premiers kilomètres sur place, c'est un peu dur? Comment est-ce que ça se passe? Ouais, c'est compliqué musculairement, mais après, si mentalement tu es prêt et puis que tu sais que tu peux courir à cette vitesse-là, parce que dans les entraînements normaux, je sais que je suis capable de faire ça à l'entraînement sans trop me tirer dessus. Du coup, là, c'est clair que tu as un peu plus mal au canne, mais c'est justement le but de se mettre dans la tête que, même si ça fait mal, tu arrives à courir à cette vitesse-là, quoi. J'imagine que quand on passe ce genre de séance, pour la confiance en soi, c'est pas plus mal. Toi, Marie, est-ce que ça te donne envie un peu d'essayer ce type de séance un peu foufou quand même? Ah c'est sûr que ça donne envie. Et puis là, je trouve ce type de séance, ça montre vraiment que les trailers, il faut savoir courir. À 31 minutes à l'entraînement, et en plus avec un KV avant...
Sans les conditions de course, hein. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas l'adrénaline d'une compétition. 31 à l'entraînement, et après 1 kilomètre vertical, oui, c'est surtout après 1 kilomètre vertical. Ça fait quand même réfléchir. Selon toi, justement, Marie, c'est quoi les qualités essentielles à travailler pour un trailer en termes de préparation? Après, ça dépend la course que tu prépares, mais je pense déjà savoir relancer, enchaîner montée, descente. C'est quand même ultra cassant, et puis ouais, courir sur le plat, je pense que c'est vraiment les trucs à travailler, l'enchaînement. Toi, Rémi, tu pratiques aussi le ski alpinisme. Est-ce que à très très bon niveau, j'imagine que ça t'aide aussi beaucoup dans la préparation? Ouais, je viens du ski alpinisme. J'ai d'abord fait ça avant la course à pied. Du coup, au début, c'était plus la course à pied comme un entraînement pour l'hiver. Après, j'ai accroché, et puis les deux me plaisent. Du coup, maintenant, je fais les deux à fond. Mais c'est clair que je pense que c'est assez complémentaire. Tu fais beaucoup d'heures l'hiver. Du coup, tu bosses vraiment la base pour l'été. Après, je pense qu'il faut quand même garder de la course à pied l'hiver pour être performant l'été, parce que sinon tu perds vraiment ta façon de courir et puis les chocs sur les muscles. Mais après, je pense que c'est quand même un sport qui se rapproche vraiment et qui est vraiment complémentaire pour un trailer. Justement, toi, est-ce que tu pratiques aussi un petit peu d'entraînement croisé? Je ne sais pas si tu fais aussi un peu de vélo, un petit peu. Il y a aussi pas mal d'escalade, hein. Moi, je sais que on a d'ailleurs sur route, sur marathon, pas mal de coureurs qui viennent de l'escalade, et généralement, c'est des très très bons coureurs. On n'en parle peut-être pas assez, mais l'escalade, c'est aussi pas mal pour tout ce qui est gainage, économie de course. Toi, voilà, est-ce que tu fais un peu de natation? Est-ce que tu pratiques est-ce que tu croises un peu? Alors, je fais un peu de vélo. Là, je me suis mis au ski de fond, au ski de rando, cet hiver, mais pas du tout au niveau de Rémi. Pas encore, peut-être, on ne sait jamais. T'es encore jeune. Non, quand même. Mais ouais, c'est important pour la récup, en fait. Parce que moi, c'est vrai que j'arrête pas à l'hiver de courir, justement pour faire les crosses. Et du coup, c'est quand même intéressant de faire du vélo pour pouvoir récupérer, mais quand même enchaîner des heures de travail. Toi, tu fais un petit peu de vélo ou autre chose en dehors du ski et du trail running? Beaucoup de vélo, ouais. Je fais presque la moitié de mes entraînements l'été à vélo. J'avais commencé quand je m'étais blessé, justement, pour reprendre gentiment, et j'ai accroché, puis j'ai vu que dans les bosses, en faisant du vélo, tu gagnes en puissance. Et puis du coup, ça t'aide beaucoup dans les bosses raides en trail. Du coup, maintenant, ça fait partie de mon entraînement estival. On en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que cette édition 2022 du Marathon du Mont Blanc a été aussi marquée par l'arrivée de coureurs kenyans et érythréens. Alors, on ne les a pas forcément vus là où certains pensaient les voir, mais est-ce que quel regard tu portes, toi, Rémi, sur un peu cet éclectisme dans les pelotons de trailers? Est-ce que tu penses que ça va un petit peu redistribuer les cartes? Ouais, j'ai déjà beaucoup d'admiration pour eux, parce qu'ils font vraiment l'effort de venir ici, et puis tu vois leur façon de courir, c'est un peu comme moi, ils donnent tout dès le départ et ils courent un peu au feeling, et puis je trouve ça beau, quoi. C'est comme tu compares au vélo, maintenant c'est tout à l'oreillette, les directeurs te disent ce qu'il faut faire, et puis là c'est vraiment tout le contraire, c'est l'athlète qui prend ses propres décisions, et puis je trouve ça beau. Et puis après, le fait qu'il y en a de plus en plus, je pense que ça ouvre des portes aussi à des gens qui en ont besoin dans les pays un peu les pays africains, tout ça. Et puis c'est génial pour le sport aussi. Marie, il y a aussi de plus en plus de coureurs sur route, de coureurs sur piste qui s'essayent au trail. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va continuer à s'accentuer, ou finalement on a atteint un espèce de plateau? Non, je pense que justement ça va s'accentuer, justement parce que le trail, ça donne envie. Avant, il y avait peut-être moins de coureurs qui pratiquaient le trail. Maintenant, vraiment, ça donne envie. Et puis, des courses, comme ici, on se rend compte qu'il faut courir. Les qualités, justement, on a vu Maëva qui a super bien couru. Les qualités de route, elle les a retranscrites aujourd'hui. Alors, c'est quoi un peu la suite du programme, Rémi? C'est quoi les prochaines échéances? J'ai quelques courses en montagne en Suisse, là, des courses un peu que de montée pure. Et puis après, ça sera vraiment les yeux sur Sierzinal, où j'ai vraiment envie de briller, là. Bon, écoute, c'est tout ce qu'on souhaite. Et toi, Marie? Alors moi, il y aura l'OCC. L'OCC, course mythique aussi. Voilà. À Chamonix. Bon, écoute, on aura sûrement le plaisir de te retrouver là-bas. Écoutez, merci infiniment à tous les deux. Je vais pas vous retenir plus longtemps, puisque il va falloir aussi un petit peu récupérer. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. J'en profite également pour remercier les équipes de iron.fr d'avoir rendu cet échange possible, et également les équipes de Sunday Night Productions, Pierre-Emmanuel à la régie, Lauriane et Nolwenn pour l'organisation et la préparation de cet événement. On se retrouve
dès lundi prochain pour un nouvel épisode et on sera très certainement du côté du Québec. Donc ne loupez pas ça. À très bientôt et merci.